bonsoir à tous. Alors, je vais aborder cette deuxième partie sur les optimes. Alors la semaine dernière, dans la première partie, j'avais abordé, donc comment enquêter sur ce qui ne va pas, à travers les plans d'exécution et j'avais aussi présenté quelques pratiques à ne pas faire et comment les éviter. Donc aujourd'hui, j'ai un peu, je vais aborder ça de manière un peu plus positive, on va dire. C'est comment, justement mettre en place cette fois, vraiment, quels sont les outils qui nous permettent d'optimiser les requêtes. Alors je vais essayer d'aborder, pas mal de choses parce que, il y a sous Oracle, en tout cas, il y a énormément de façons d'optimiser son code et je vais essayer de tous les aborder. Alors, peut-être pas en profondeur parce qu'on n'a qu'une heure, mais je vais essayer de vous présenter le maximum d'aspects possibles. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, une requête peut être peu performante pour plusieurs raisons. Donc, soit le modèle physique qui n'est pas bon, soit le design des requêtes qui n'est pas bon, ou bien problème de statistique. Ça, là, c'est pas le modèle physique qui pose problème, mais c'est plutôt le monitoring de la base qui pose problème. Donc, j'avais abordé ces deux points-là, et donc on va maintenant optimiser directement. Donc, comment faire ça? Il y a plusieurs façons. D'abord, il y a des objets qui permettent d'optimiser ces requêtes. Le plus connu, évidemment, les index. Alors ça, les gens adorent mettre des index. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients des index. Il y a les partitions, que pas mal de monde connaît, je pense, et quelque chose d'un peu moins utilisé, et ce que je trouve dommage, c'est le sous-partitionnement. Quand c'est fait de manière intelligente, ça peut être très utile. On peut mettre également des serveurs à contribution. On a des machines de plus en plus puissantes, donc autant, surtout sur Exadata, donc autant mettre les machines à contribution. Alors, je ne vous cache pas que sur mon PC, ça va être plus compliqué à faire vu que j'ai une édition express, donc j'ai pas accès à toutes les options. Je peux pas utiliser ça, mais je peux vous expliquer déjà comment le faire. Euh, Ensuite, côté PLSQL, vous pouvez utiliser le result cache et les déterministiques pour les fonctions, ça, ce qui peut pas mal améliorer les performances. Alors l'utilisation de for all et d'une manière générale le bulk binding, toutes les opérations en bulk, donc le for all et le bulk collect, le calcul de stats qui est très je vais vous expliquer en quoi le calcul de stats est critique vraiment pour les performances, et enfin les int que j'ai mis en dernier car c'est vraiment pour les utilisateurs un peu plus avertis. Donc le plus connu, les index. Euh, Qu'est-ce qu'un index? Si on regarde ce que c'est qu'un index, si on compare avec quelque chose de la vie de tous les jours, un index, ça ressemble à l'index d'un livre. Ça porte le même nom, hein, vous allez me dire c'est évident, mais même côté base de données, il faut vous dire c'est la même chose. C'est vraiment une donnée c'est une structure de données redondante au final. Ça fait référence aux données. Comme un index d'un livre, l'index en soi ne porte pas vraiment de données, mais fait référence aux données qui sont dans votre livre. Alors, à quoi ça sert? Pareil qu'un index d'un livre, quand vous allez, imaginez, vous devez chercher dans un livre de cuisine, disons, des recettes à base de tomates. Euh, Si vous devez parcourir tout votre livre et pour trouver deux recettes de tomates, à base de tomates, en tout cas, ça va mettre un peu de temps. C'est pour ça que si dans un index vous dites qu'il y a des tomates à cette page-là et cette page-là, vous allez trouver plus vite. Le principe reste le même. Donc, à ce niveau-là, l'index est très utile. Le problème, c'est que justement, le fait de devoir mettre à jour un index va ralentir la mise à jour de votre table. Imaginez, vous ajoutez 6 autres nouvelles recettes dans votre livre, et il faut aussi mettre à jour votre index, sinon il ne sert plus à rien. Si on n'en récupère que 2 alors qu'il y en a 6, 8, ça va pas. Donc voilà, les gens pensent que l'index c'est l'alpha et l'oméga de l'optimisation. C'est pas forcément vrai, surtout sur une table qui est mise à jour très souvent. Faut se dire, ça va accélérer les recherches, mais ça va un petit peu dégrader les performances de tout ce qui est opération de mise à jour. Alors, quels sont les différents types d'index? Il y a l'index basique, ou l'index que tout le monde connaît, le B-tree, c'est tout à fait basique. Bon, je ne vais pas, je vais pas vous décrire ce que c'est qu'un index B-tree, mais c'est l'index de base. Il y a l'index bitmap, que je vous montrerai avec du code tout à l'heure.
qui indexe un petit peu différemment les données. Il y a le unique index qui peut, alors l'index unique, c'est, faut vous dire, c'est une clé ou un ensemble de clés qui est indexé, mais celui-ci peut contenir des valeurs nulles. Alors que, à contrario d'un index de clés primaire qui, lui, pareil, il y a de l'unicité, mais ne peut pas contenir de valeurs nulles. C'est pour ça que j'ai bien mis la distinction entre les deux. Quand vous indexez vos données, donc on va toujours revenir à ce livre de recettes, vous indiquez des données. Voilà, j'indexe le mot tomate, et après, voilà, il se trouve dans telle ou telle page. Le problème, c'est que si vous voulez indexer quelque chose qui est nul, qui est vide, l'index en tant que tel ne le fait pas nativement. C'est-à-dire, si vous avez une colonne avec une valeur nulle, elle n'est pas représentée dans l'index. Le SGBD va parcourir toute la table, même s'il n'y a qu'une seule ligne où la colonne est nulle. C'est pour ça, il faut contourner le problème. Il faut utiliser ce que vous pouvez faire, donc utiliser des fonctions. Vous pouvez indexer des colonnes, mais vous pouvez aussi transformer la valeur d'une colonne. Par exemple, pour le cas d'un index, vous pouvez mettre NVL. Et après, vous pouvez aussi, dans le cas d'une valeur nulle, vous mettez NVL. Par exemple, NVL d'un montant, vous mettez 0 par exemple. Et là, vous allez indexer donc, bien utiliser NVL. Et si vous, dans votre recherche, si vous mettez NVL de ma colonne égale 0, là, il pourra utiliser l'index. Mais attention, si vous cherchez les autres valeurs qui sont non nulles, il faut continuer à utiliser le NVL, sinon on ne passera pas par l'index. Et alors ensuite, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est le nombre de valeurs qui vont être retournées. Si on revient à ce livre de cuisine, si vous dites une recette qui contient, par exemple, un élément très commun, disons de l'eau. Si vous dites de l'eau et que ça y est dans 95% de vos recettes, et le SGBD va se dire non, j'ai plus vite fait de parcourir tout le livre, l'index, j'en ai pas besoin. Donc il faut être conscient du fait qu'il y a un ratio à partir duquel le SGBD va juger plus intéressant de parcourir toute la table. Et ce ratio, alors, si je ne m'abuse, il se situe autour de 30-35%. Au-delà, le SGBD, il préfère parcourir toute la table. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Quand vous créez un index, dites-vous quel est le ratio de données que je vais récupérer de la table. Si vous vous posez cette question, vous pourrez correctement indexer vos données et surtout, ça se trouve, vous n'indexerez pas vos données justement car c'est inutile. Alors, on va faire un petit peu de code sur les index. Voilà. Alors, je ne vais pas aborder tous les sujets vu qu'on n'a qu'une heure, mais déjà, je vais vous montrer peut-être quelque chose qu'on ne voit pas souvent, c'est des bitmap index. Alors déjà, on va regarder le nombre de valeurs distinctes. Ah, je me suis trompé de touche, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà le nombre distinct de valeurs. Donc, on a 7059 valeurs distinctes dans la table sur 918 000 lignes, ce qui fait un ratio de 0,7%. Donc, dans ce cas-là, si on s'en réfère à la doc d'Oracle, l'index bitmap est très intéressant à utiliser. C'est pas le seul cas où c'est intéressant. Il y a un ensemble de choses qui font que c'est plus intéressant. Donc, on va créer. Déjà, on va faire un test avec deux index. Déjà, on va créer un index normal sur la colonne cust ID. Donc, c'est bien la celle qui a 7000 valeurs différentes. Donc, on va faire un explain plan et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il dit. Donc, index range scan et le cost au total, il est de 108. Donc là, ce qu'il fait, il va scanner une rangée de valeurs. Il va scanner l'index, il va trouver une rangée de valeurs, une rangée de row ID qui va retourner et après, à partir de là, il va retrouver les bonnes lignes. Donc, on va sauvegarder ça. Donc, ce qu'on va faire là, c'est on va créer le même index, mais en mode bitmap. Alors, je vous expliquerai après ce que c'est qu'un bitmap index, exactement. Hop, donc là, on va réutiliser la même requête, plus haut, je ne triche pas. Et là, si on regarde bien, le cost, il est de 28. Auparavant, il était de 108. Donc,
pour la même requête avec 2 types d'indexation différentes, on n'obtient pas les mêmes résultats. Là, on a un coût qui est à peu près, 4 à 5 fois inférieur. Donc on peut se dire dans ce cas-là, le bitmap index, il est plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'un bitmap index déjà? C'est Oracle, le SGBD, il va calculer un bitmask, un ensemble de bits, hein, par exemple 0100 par exemple, et pour chaque valeur différente, il va créer des bitmasks comme ça. Et après derrière, quand vous allez faire une recherche, par exemple là pour 8117, il va aller chercher donc bitmap conversion to alors ce qu'il va faire, c'est oui, il va convertir la valeur donc en bits et il va chercher après derrière, à partir de là, où sont les row ID qui correspondent à ces bits-là, tout simplement. Je vous invite après à lire un peu plus de documentation un peu plus détaillée si vous voulez connaître vraiment le fonctionnement des index bitmap. Mais déjà, posez-vous cette question par rapport à la distribution des valeurs, ce que j'ai calculé ici. Si vous avez ça, plus si on s'en réfère à la doc d'Oracle, donc si vous faites beaucoup de requêtes avec des end, euh, sur la même table, l'index bitmap peut être plus intéressant. Par contre, deux choses. Le bitmap index, c'est quand vous faites énormément de select sur vos tables et très peu de mise à jour. Parce que, comme je vous ai dit, un index, ça peut impacter les performances des mises à jour de vos données. Mais dans le cas d'un bitmap index, c'est encore pire. C'est encore plus, vu qu'il y a un procédé où il doit convertir la valeur en un bitmask, c'est un peu plus long. Donc si vous faites beaucoup de mises à jour, ça peut encore plus plomber les performances. Alors, pour le nombre de valeurs distinctes, Oracle parle de il faut que ce soit 1 pour le nombre de valeurs distinctes doit être 1%, doit correspondre à 1% ou moins au nombre de lignes de votre table ou partition. Des fois que votre index soit un index de partition. Donc j'espère que vous avoir au moins compris comment ça marche un petit peu, ou au moins j'espère que vous pourrez aborder cette optimisation via des index bitmap, parce que ça peut être très très intéressant dans pas mal de cas. Par exemple, quand vous flaguez des données. Moi, je l'ai déjà fait personnellement, utiliser ça. Je flaguais 100 lignes sur une table de plusieurs millions avec un index bitmap en utilisant un NVL2. Euh, Ça avait rien à voir en termes de performance par rapport à un index classique. C'était 4 à 5 fois plus rapide. Donc voilà, c'est un petit élément que je vous donne à approfondir après de votre côté. J'ai malheureusement qu'une heure devant vous, je vais encore vous présenter d'autres choses. Une question qu'on se pose souvent, c'est dans quel ordre il faut indexer les données. Par exemple, si vous avez 5 ou 6 colonnes dans une table, vous vous dites dans quel ordre je dois l'indexer. On va dire que j'ai regardé, moi, clairement, j'ai même lu de la doc, même dans le cadre de ce meet-up pour la préparation, il n'y a jamais deux personnes qui donnent la même réponse. C'est ballot. C'est pour ça, pour moi, la meilleure façon de l'apprendre, bah, c'est encore de tester. Pour moi, c'est d'ailleurs, faites vos apprentis sorciers sur vos environnements de dev, euh, testez les choses. Euh, je vais vous montrer là justement, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, on va regarder quelles sont les valeurs les plus discriminantes et les moins discriminantes. Là, on voit que custID a 7059 valeurs différentes sur 918 000 lignes. Alors que le quantity sold, c'est une. C'est en gros dans les 918 000 lignes, on a la même valeur. Donc, dans un premier temps, je vais créer un index dans cet ordre-là, dans cet exact même ordre. Et maintenant, on va faire un explain plan. Et on va faire une requête qui va attaquer toutes ces colonnes. Donc là, si on regarde bien, prod ID, cust ID, alors peu importe dans la clause where, dans quel ordre vous le mettez, le SGBD il se débrouille très bien tout seul. C'est l'ordre d'indexation, là je parlais surtout de l'ordre d'indexation ici. Donc si on regarde bien, donc il parcourt bien l'index ici, il scanne une rangée de valeurs, et donc là il récupère bien une ligne et ça lui fait un coup de 3. Pas beaucoup. On va maintenant
changer d'indexation. C'est-à-dire on va indexer les mêmes colonnes, mais dans l'ordre totalement inverse. Donc là, on part de quantity sold et on va remonter à cust ID. Si on fait l'explain plan, hop, est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon. Si on regarde bien, c'est exactement la même chose. Donc, selon l'expérience que j'ai faite là, il n'y a aucune différence sur 918 000 lignes. Mais après, encore une fois, je vous le dis, essayez. Moi, si je vous donne mon avis personnel, je suis le partisan de les colonnes les plus discriminantes en premier. Comme ça, le gros du travail il est effectué en premier. Et après, on affine la recherche. Moi, je le fais comme ça, en tout cas de mon côté. Mais il y a une chose très importante à savoir, c'est si vous le faites, si vous vous indexez dans un ou autre ordre, il faut vous assurer que les colonnes qui sont indexées en premier sont utilisées dans vos recherches. J'ai gardé cet index là, celui-là, et j'ai retiré, alors j'ai gardé cust, time et amount. Donc j'ai gardé ces trois là dans ma requête. En gros, dans mon where, j'ai viré tout ça. Donc là, si on fait ça, c'est plutôt là. Donc on va refaire l'explain plan. Donc hop, bon, on n'en a plus besoin vu que c'est le même. Hop. Vous regardez bien, on ramène une ligne. On ramène également une ligne, mais le coût il est de 74, alors que de base il était de 3. Donc soyez attentifs à ça. S'il y a bien une chose sur laquelle il faut, une chose qu'il faut surveiller, ça va être les clauses where. C'est elles qui vont déterminer aussi quelle colonne indexer. Parce que là, si votre recherche, ça va être ça, évidemment, vous avez indexé en premier. Alors si j'avais créé l'autre index, on va faire le test. Hop, c'était lequel d'index Sales copy. Donc là, on va l'indexer dans cet ordre-là. Donc là, on va utiliser cela. Normalement, celui-là, il va vous parcourir index range scan. Et là, on retrouve notre coût de 3 pour exactement le même résultat. Donc voilà. Comment deviner, il faut que vous sachiez, vous anticipiez quelles sont les closeware qui seraient utilisés. Voilà qui était pour les index. Alors il y a encore une multitude de choses à dire sur les index, mais voilà. Déjà, je vous ai donc présenté les index bitmap, c'est un nouveau type d'indexation qui pourrait vous être très utile, et aussi donc l'ordre d'indexation. Et c'est deux choses, voilà, c'est deux questions qui peuvent revenir assez souvent. Après, voilà, je ne vous ai pas montré les index de clés primaires, les index uniques. Il y a pas énormément de choses à dire. J'essaie de garder un peu de temps pour parler d'autres choses. Donc, on va d'abord parler des partitions. C'est quelque chose qui est très utilisé maintenant. Mais je vous cache pas au début de ma carrière, j'ai travaillé chez un client qui ne travaillait pas avec des partitions sur un ERP. Autant vous dire, les performances, c'était quelque chose d'assez récurrent d'optimiser. Alors déjà, qu'est-ce qu'une partition? Bah, pour schématiser, je vais vous dire qu'une partition, c'est une table dans votre table. C'est un sous-ensemble de votre table. L'avantage de la partition, c'est que si vous attaquez la bonne partition, vous réduisez de manière très facile, très simple, encore plus facile qu'avec un index, hein, ça n'a rien à voir. Vous éliminez X% de données. Si vous avez par exemple dans votre table 5 partitions et qui ont toutes la même taille, hein, on va schématiser un peu comme ça, il suffit d'attaquer la bonne partition, vous éliminez d'office 80% des données de la table. C'est une bonne chose. Alors, une partition, ça peut être créé soit à la création de la table, mais vous pouvez également, si vous vous rendez compte plus tard que vous avez moyen d'optimiser en partitionnant, vous pouvez le faire plus tard. C'est-à-dire, vous pouvez redéfinir votre table. Alors, ce qu'il y a de bien avec les partitions, c'est que vous pouvez effectuer les mêmes opérations que sur une table. Un trunket, par exemple, si vous voulez effacer une partition,
Bah, au lieu de faire un delete pour supprimer quelques lignes, bah, vous pouvez faire un truncat partition et là, comme ça, vous pouvez facilement effacer 20 des données du table. Si on reprend le même exemple que tout à l'heure, vous pouvez faire des moves, truncat, des calculs de stats localisés sur une partition, par exemple. Vous pouvez presque travailler dessus comme une table. Alors avec les partitions, par contre, il va falloir être vigilant avec les index parce que c'est quelque chose, d'assez casse-gueule, on va dire ça comme ça. Heu, si vous utilisez si vos selects vont porter sur des clauses where qui vont se localiser uniquement aux partitions, il va falloir définir vos index avec le mot-clé local. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous gardez vous oubliez de mettre ce mot-clé, il suffit que vous fassiez un truncat partition et votre index, il est unusable et ça peut même faire planter vos mises à jour après. Donc, très important d'utiliser le mot-clé local pour vos index. Si vous avez vraiment besoin d'index globaux, par exemple, si vous faites une recherche transpartition, gardez-le. Attention, hein, c'est pas rédhibitoire de garder un. C'est d'ailleurs le mode par défaut, hein, le mode global. Vous n'avez pas besoin de le préciser ce mot. Euh, Soyez juste vigilant à ça, hein. Après, en cas de truncat partition, pensez juste à rebuild votre index global parce qu'il sera unusable, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a différents types de partitionnement. Cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Donc, il y a le partition par liste, où on dit, voilà, pour telle valeur va aller dans telle partition, telle valeur va aller dans telle partition. Et à chaque fois, il faut créer manuellement les partitions pour les valeurs qu'on veut là où on veut ranger les valeurs. Il y a le automatic list, où là, c'est le SGBD qui gère tout seul. Parce que dans ce cas-là, si on veut ranger une valeur dans une partition qui n'existe pas, ça nous claque une erreur. Alors que le automatic list, c'est si la partition n'existe pas, le SGBD crée automatiquement une partition. Il y a il y a le partitionnement par rangée, c'est-à-dire que là, on peut spécifier euh, une, une rangée de valeurs qu'on peut mettre dans une partition. Et le partitionnement par intervalle, hein, qui est un dérivé du range, mais le intervalle, c'est plus, ça fait plus à des appels, ça fait appel plus à des éléments temporels. Si on veut mettre telle date dans telle partition, tout ce qui arrive avant telle date dans telle partition, on utilise le mot-clé intervalle. Donc, on va regarder un petit peu ça de plus près. Donc, on va créer notre table. Alors là, on va créer notre table, hein, ce qu'il y a de plus table. Et donc, là, on spécifie ici le partitionnement. Donc, partition by list. Donc là, c'est donc comme je vous ai dit, le list, c'est on va spécifier quelle valeur va dans quelle partition. Donc là, on va partitionner par channel ID. Et donc ensuite, là-dedans, on va spécifier. Alors, quand vous créez une table avec un partitionnement, vous êtes obligé de spécifier au moins une partition. Vous ne pouvez pas laisser tout ça vide. De toute façon, si j'enlève ça, si j'enlève cette partie-là, ça, si je l'enlève, ça ne marchera pas. Je suis obligé de lui donner au moins une première partition. Donc, on va créer la table. Donc, ce qu'on a, c'est une table avec une partition et les channel ID 0 seront rangés dans cette partition-là. Donc, si je fais cet insert, il n'y a pas de problème. Maintenant, les valeurs 8, je ne les ai pas spécifiées. Donc, il n'y a pas de partition dédiée à ma valeur 8. Donc, si je fais ça, on a une erreur. La clé de partitionnement insérée ne correspond à aucune partition. En gros, le SGBD vous dit, je ne sais pas où ranger ça. Plusieurs solutions. Donc, la plus simple, c'est de créer une nouvelle partition où vous dites où ranger cette valeur. Là, je vais créer une partition P8. Je vais dire, voilà, les 8, tu me les ranges là-bas. Donc là, j'ai créé la partition. On va réessayer l'insert. Et là, ça marche. Pas plus simple que ça, le partitionnement, le partitionnement par liste. C'est vous qui avez la main. C'est vous qui avez la main sur comment est géré le partitionnement. Vous les créez, vous pouvez les drop aussi, hein, vous avez le droit de drop une partition. Voilà, c'est vous qui gérez tout. Vous ne laissez pas la main au SGBD. Tout est de votre ressort. Maintenant, on va utiliser le partitionnement automatique. Donc, c'est la même table. Juste, je spécifie donc partition by list et là, je mets juste le mot-clé automatique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut au moins une partition à la création de la table.
Donc, on va insérer la valeur 0. Bon, bah, c'est supposé marcher vu qu'on a la partition pour 0. Et là, on va réessayer d'insérer un 8. On va essayer d'insérer la valeur 8. Et là, ça marche. Parce que le SGBD, comme on peut voir, alors la partition P0, c'est moi celle que j'ai créée, mais il a créé une partition qui s'appelle 6P348. Il a créé automatiquement cette partition, tout simplement. Et après, si juste pour regarder rapidement, j'ai oublié de vous présenter ça, plan for where cust id égale à 0. Comment ça se, je vais juste vous montrer en quoi ça se matérialise le fait d'utiliser une partition. Donc select étoile from table dbms xplan.display. En quoi ça se matérialise? Donc partition list all. Bon, là il a qu'une seule partition, donc forcément ça se transforme en partition list all. Donc quoi qu'il en a deux. Je ne comprends pas pourquoi il prend deux partitions. Je pense qu'il y a un problème de stats. Parce qu'on on reviendra à ça plus tard. Mais en gros, là, voilà, il se dit, bon, bah, je vais parcourir toutes les partitions. Bon, pas très... pas dingue ce qu'il vient de nous faire. Bon, il n'y a que deux lignes. Après, vu que ça va très très vite, forcément, oui, ça m'étonne pas non plus beaucoup qu'il participe et qu'il fasse toute la liste des partitions, vu qu'il n'y a que deux lignes. On va faire maintenant le partitionnement par rangée de valeurs. Donc on garde les mêmes colonnes, hein, c'est toujours la même table. Donc là, pas partition by range, channel ID, c'est pas la même. Non, si c'est toujours la même valeur. Ah, c'était channel ID, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure il m'a sorti ça. Non, voilà, partition list single, c'est mieux, hein, forcément. Vous voyez, il ne faut pas se tromper hein, dans les closeware. Donc là, il va effectivement, grâce à ça, il a trouvé donc directement la bonne partition. Ce qui fait que j'ai éliminé la moitié des données de la table. Hein. Bon, bah, 1, c'est la moitié de 2, hein, donc il a automatiquement et très rapidement éliminé la moitié des données de la table. Après, vous voyez table accessful, mais dites-vous qu'en fait, le table ici, c'est votre partition. C'est pas toute la table, c'est vraiment votre partition. Donc revenons à partitionnement par rangée de valeurs. Donc ici, je vais créer donc cette table avec les mêmes colonnes, toujours ce partitionnement pour cette colonne avec P0. Et là, on lui dit toutes les valeurs inférieures à 1, tu vas me les ranger dans telle partition. Quand je dis inférieur à 1, c'est strictement inférieur à 1. Donc le 1 n'est pas compris dedans. Donc on va créer cette table. Ensuite, je vais insérer une valeur 0. Tout va bien. Et là, si je fais 1, pouf, comme je vous ai dit, le 1 n'est pas compris dedans. Ce qui fait que je suis obligé de créer une nouvelle partition pour faire ça. Donc là, ce que je me dis, c'est, bon, bah, je vais mettre toutes les valeurs inférieures à 4. Ok, très bien, hein, voilà, partition 3 donc. Ce qui fait que on a une partition qui va contenir toutes les valeurs de moins l'infini à 0,99999, une autre partition qui va contenir toutes les valeurs de 1 à 3,99999. Donc on a ces deux partitions. Donc là, on va essayer d'insérer le 1, et pouf, ça marche. Et là, je me dis, ouais, mais c'est pas assez fin. Moi, je voudrais vraiment mettre 1 dans une partition à part, en utilisant cette table. Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce que quand vous faites les partitionnements par rangée de valeurs, vous pouvez passer que au-dessus. À chaque fois, vous devez passer, vous prenez les valeurs, les bornes supérieures, à chaque fois, vous devez aller au-dessus de la borne supérieure maximum. Maximum de toute la table. Le problème, c'est que là, j'essaye d'aller au milieu. Ça marche pas. Donc c'est pour ça, si vous faites ça, il faut être très vigilant sur, réfléchissez bien à votre modèle de données et voilà. Dites-vous, quel est comment partitionner, ouais, comment effectuer votre partitionnement de manière intelligente à ce que ce genre de cas ne se produise pas. Donc là, si on regarde nos partitions, quand je vous parlais de high value, elles sont là, c'est les bornes supérieures, elles sont répertoriées ici. Donc là, par exemple, si vous ne savez pas
quelle est la bande supérieure maximum. Dans User Tab Partition, vous pouvez récupérer la bande supérieure maximum. Et donc là, on a deux partitions qui sont ici. Là, on va utiliser le partitionnement par intervalle. Très utile, le partitionnement par intervalle pour les dates. C'est quelque chose que j'ai surtout utilisé pour les dates. Pour les nombres, tout ça, j'ai jamais trop vu ça. Donc, toujours les mêmes colonnes. Partition by range, là, on a mis time ID qui est un champ date. Et donc là, ici, on va spécifier l'intervalle qu'on veut. Et là, je lui dis, tu vas me faire un intervalle de 1 jour par 1 jour. Et en fait, à quoi ça sert ça? Ça va être pour comment? Ça va permettre de créer des partitions automatiquement. C'est là, vous avez, grâce à ça, vous n'avez pas à vous-même créer des partitions. Alors attention, encore une fois, il y a le même principe que j'ai dit plus haut. Si vous insérez une date, genre dans 3 ans, il va vous créer une partition énorme comme ça. Et là-dedans, vous allez créer un immense fourre-tout si vous avez des données jour par jour et que vous voulez éliminer justement les données jour par jour. Donc, on va créer cette table. Et donc, on va commencer à insérer des données. Là, on a créé donc une partition par défaut qui correspond au 1er janvier 2011, tout simplement. Donc là, on va insérer directement une date. Vous voyez que là, j'insère sysdate, c'est-à-dire aujourd'hui, le 5 décembre 2023. Je ne crée aucune partition. Il l'a créé tout seul. Donc là, ce qui fait que toutes les valeurs comprises entre le 01 2011 et aujourd'hui, oui, elles vont être dans la même partition. On peut regarder ça d'ailleurs à travers User Tab Partition. Tac. On va aller plus bas. Hop. Et c'est range interval. Donc voilà, high value, c'est ici. Donc là, ici, le intervalle, il sert à quoi? C'est juste pour poser les bonnes bornes dans le high value. Là, par exemple, là, pour sysdate, il a bien posé la borne à demain minuit, le 6-12 à minuit. Ici, vous pouvez poser des intervalles pour des mois aussi. Après plus, je sais plus. J'ai jamais vu plus, à vrai dire. Voilà pour le partitionnement. Donc voilà, vous réfléchissez bien à votre partitionnement, qu'est-ce qui serait utile, comment partitionner utilement et surtout utiliser dans les closeware, pensez à utiliser vos colonnes de partitionnement et correctement, sans transformation, sinon, alors ça c'est ce que j'avais abordé la semaine dernière, sinon on peut passer à côté. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait la mauvaise closeware et du coup on s'est retrouvé à scanner toutes les partitions alors que c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Donc voilà, on va partir sur le sous-partitionnement. Parce que le sous-partitionnement, on dit sous-partitionnement, mais c'est du partitionnement composite. On appelle ça comme ça. Du coup, c'est des partitions à l'intérieur de votre partition. Ce sont des extensions de votre partitionnement. Et vous pouvez faire exactement les mêmes opérations dans votre sous-partitionnement. Les méthodes de sous-partitionnement, elles sont strictement identiques à quelques exceptions près que le partitionnement. En gros, vous ne pouvez pas faire des partitions automatiques, des sous-partitions automatiquement. C'est vraiment vous qui avez la main là-dessus cette fois. Et en plus, avec le sous-partitionnement, quelque chose qui est très pratique, c'est que vous pouvez créer un template et à la création d'une nouvelle partition, il va directement créer les bonnes sous-partitions en dessous. Et si votre template évolue, il va créer des nouvelles sous-partitions dans votre nouvelle partition. On va voir ça. C'est le sous-partitionnement, je trouve que c'est quelque chose que je ne vois pas beaucoup et je trouve ça dommage d'ailleurs. De sous-partition, voilà, c'est ici. Donc, on va créer notre table, donc partition by range, donc on va toujours faire notre partition par journée, ce que j'ai vu le plus souvent au final. Et derrière, je me dis, bon, je vais créer des sous-partitions avec cust ID et pour la partition par défaut, parce que alors attention, les clauses elles se cumulent à force. Donc ici vous indiquez comment effectuer le partitionnement et le sous-partitionnement, mais vous ne dites pas encore,
vous n'avez pas encore créé de partition. Donc derrière, vous créez votre partition par défaut, votre première partition, et derrière, pour cette partition-là, vous spécifiez les sous-partitions que vous voulez. Donc là, en l'état, ce que j'ai, c'est une table test partition range list qui contient une partition pdefault qui contient toutes les valeurs inférieures au 1er janvier 2011, qui, cette partition pdefault, a deux sous-partitions P1 et P2. À l'heure actuelle, c'est exactement ce qu'on a. Vous pouvez, là disons que j'ai créé ça et la table fait sa vie, ou voire ne fait pas sa vie tout court, mais vous avez oublié d'ajouter une sous-partition, vous pouvez tout à fait le faire. Ça, c'est tout à fait possible. Là, par exemple, là, si j'ai oublié la valeur 3, je peux tout à fait le faire comme ça. Comme je vous ai dit, vous pouvez répéter les mêmes opérations qu'avec une partition. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle partition. Maintenant, quel comportement qu'il y aura si on crée une nouvelle partition. Donc là, on va regarder donc on va récupérer le nom de notre nouvelle partition. Donc là, ça va être celle-ci, que j'ai copiée ici. Quelles sont les nouvelles partitions qu'on a? Et là, vous voyez qu'on n'a rien. C'est-à-dire on a une subpartition default. On va tout mettre dans la même sous-partition. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé de template. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas créé de template. Là, j'ai un default et ça ne me va pas. Moi, je veux à chaque fois que je crée une table qui me crée trois partitions, 1, 2 et 3. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas ici. Pour cela, il faut créer un template. Donc, voici la syntaxe. Alter table test partition range list. Donc, je altère ma table, pas ma partition, ma table, et je lui dis, tu vas me modifier le template. Donc là, actuellement, il est nul. Il n'y a rien, il n'y a pas de template. Donc là, je lui dis, voilà, à chaque fois que tu vas me créer une partition, tu vas me créer ces trois sous-partitions. Et elles vont toujours garder ces mêmes noms-là. Vous allez vous dire, ouais, il va y avoir un conflit avec les noms. Non, parce qu'une sous-partition est rattachée à une partition. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de problème. Donc, on va créer une nouvelle partition en insérant une nouvelle valeur, 6date plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ma nouvelle partition? Donc, ma nouvelle partition, c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci, oui, vu qu'il m'a mis 07-12-2023. Et donc, maintenant, on va regarder les sous-partitions de ma partition. Donc là, il a bien créé mes trois sous-partitions. Il n'a pas mis default. Et malgré le fait qu'il y ait un template, vous pouvez continuer à ajouter des partitions. Là, par exemple, là, je me dis, voilà, certes, on va dire que mon template, il est incomplet ou bien il y a un besoin supplémentaire. Vous avez besoin d'ajouter la valeur 4. Là, vous pouvez dire, ajoute-moi une partition. Et là, vous voyez bien qu'on fait modify partition. C'est pas, là, il faut bien avoir ce réflexe avec les sous-partitions. Une sous-partition est rattachée à une partition, pas une table. Parce que bon, on va dire par extension oui, mais votre sous-partition elle est vraiment rattachée à une partition. C'est la partition qui est rattachée qui est vraiment rattachée directement à votre table. Et qu'est-ce que ça donne après en termes de plan d'exécution? Donc explain plan for select étoile from. Donc là on a partitionné par time ID. Donc ah oui, là par contre j'ai mis 6date, ça va pas nous aider. Quoique, si c'est jouable. C'est from test partition range list where. Donc là, on va essayer de taper dans la bonne partition. Et la trunk de 6date. And cust id égale 3. J'espère taper dans la bonne requête, dans la bonne partition et sous-partition, pour voir ce que ça donne dans un plan d'exec. Partition range all, oui. Donc là, ça va pas.
Par contre, ici, pour le sous-partitionnement, bon, bah, on va s'en satisfaire, mais au moins, à chaque fois, pour toutes les partitions, il va lire la sous-partition grâce à ça. Voilà. Bon, pour ça, on a vu un peu plus haut comment taper dans la bonne partition. Là, c'est juste, je j'aurais peut-être pas dû transformer ici. Voilà, bon. C'était les choses à ne pas faire. Parmi les choses à ne pas faire, mal transformer ces colonnes de partitionnement. Mais au moins, voilà, on voit que ici, quand il vous dit table access full, et quand il vous dit partition list single, vous êtes sûr que c'est vraiment votre sous-partition. Bon, après, il faut bien analyser votre plan d'exec, hein. Si vous avez plusieurs tables sous-partitionnées, vous pouvez peut-être vite vous perdre vu qu'il n'indique pas que c'est une sous-partition. Donc, et comme je le précise ici, hein, donc bien partitionner et sous-partitionner, ça peut vous donner des gains de performance absolument énormes. Par exemple, là, l'exemple que je peux vous donner, on a une table avec des millions de données et qui sont réparties par des banques, par des codes banques. Et jusqu'à maintenant, on fait des deletes pour faire les opérations de suppression. On fait des deletes, donc il va à chaque fois parcourir toute la table. Et ben avec un sous-partitionnement, on fait un trunket subpartition. Et ça nous. Alors les deletes nous prennent parfois 10 minutes. Les trunket subpartition, ça prend 2 à 3 secondes. Voilà. Ça, c'est un des exemples que je peux vous donner pour les gains de performance grâce au partitionnement et sous-partitionnement. Quelque chose aussi que parfois les gens ignorent, c'est les Global Temporary Tables. Ça, c'est très utile pour réduire votre ensemble de données. Imaginez que vous faites, il y a une jointure entre deux grosses tables, euh, ou voire vous voulez extraire les données d'une grosse table et à de nombreuses reprises. Au lieu de faire ça, au lieu de reproduire ces requêtes qui vont vous coûter du temps, pensez à déverser les résultats de ces requêtes dans une Global Temporary Table si vous devez le faire au moins 2 fois. Juste une fois, ça sert à rien parce que là, vous y perdez. Mais si vous devez faire ces grosses jointures ou ces gros filtres au moins 2 fois, déversez-les dans les Global Temporary Table. Pourquoi? Il y a plusieurs avantages. Déjà, vos données peuvent être valables le temps de la session. Ensuite, en cas de commit, vous pouvez décider si oui ou non la table doit être vidée. Et en gros, c'est même pas à vous de le gérer, c'est le SGBD qui le fait tout seul. Ensuite, alors c'est moins vrai dans les dernières versions d'Oracle. Auparavant, ça ne générait aucun undo et redo log. Maintenant, si, ce qui fait que c'est légèrement moins intéressant. Mais par rapport à une table classique, les performances sont quand même plus intéressantes. Alors attention, hein, c'est pas il ne faut pas se dire que c'est une table dans laquelle vous stockez vos données, hein, de manière de manière permanente. Donc on va regarder un petit peu 2-3 choses sur les Global Temporary Tables. Donc déjà, comment ça se crée? Comme une table classique, c'est juste avec des mots-clés en plus, hein. De create table, c'est create Global Temporary Table. Ma GTT, donc avec 2 colonnes, hein. Là, vous mettez les colonnes que vous voulez, ça c'est pas un problème. Il faut juste penser à mettre ces mots-clés. On commit, delete rows. Là, par exemple, là, je spécifie, si je fais un commit, je vide les données de la table. Alors attention, quelque chose que j'ai déjà vu par ailleurs, si vous faites par exemple un alter table, les opérations DDL font des commits implicites, et bah ça déclenche ce commit aussi, hein. Donc vous pouvez vous retrouver à vider une GTT sans le savoir. Donc soyez assez vigilant avec cette clause et aussi avec les opérations DDL que vous pouvez effectuer en parallèle. Donc là, j'ai créé la GTT, donc je vais insérer une donnée dedans. Et maintenant, je vais, hop, je vais vérifier dans une autre session, ici. Hop, il est sur quel schéma? Pourquoi il ne le voit pas? Je l'ai peut-être pas créé la table. Oui, ça aide pas. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, si je fais ça, donc là j'ai inséré une ligne dans la table, et ben là on voit rien. Parce que comme je vous ai dit, la GTT, elle est cloisonnée par session. Donc c'est aussi un avantage, hein. Vous pouvez avoir plusieurs traitements qui utilisent la même GTT et qui auront qui ne marcheront pas les unes sur les autres. Pour moi, c'est un assez gros avantage, ça. Et en plus, derrière, vous n'avez même pas besoin de gérer sa purge. Là, si je fais commit,
Donc là, j'ai commité et là, vous pouvez voir que la table est vide. Donc et en plus, là, si je fais ça ici, alors ça va vous paraître logique, mais si je fais insert et que je fais un commit preserve rose, si je fais mon insert dans la GTT, que je fais commit, que je ferme la session, que je reviens, la table est vide. Comme je vous ai dit, c'est chaque nouvelle session à cette version de la table qui est vide. Donc, on n'essaie pas de stocker quelque chose de manière permanente là-dedans, ça sert à rien. Temporary, ça porte assez bien son nom. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment mettre le serveur à contribution. Donc là, ça va être sans démonstration, vu que je ne peux pas le faire sur cette version de Oracle. Mettez le serveur à contribution aussi. Ça, c'est les DBA, ils vont peut-être parfois vous râler dessus, mais faites-le. Clairement, c'est quelque chose d'assez il faut le faire. Là, on a des machines de plus en plus puissantes. Vous avez des Exadata qui ont X CPU, vous avez beaucoup de SGA, de PGA. Allez-y, mettez le serveur à contribution. C'est bien d'optimiser ses requêtes, mais c'est bien aussi de demander au serveur, à l'infra, un petit peu d'y mettre du sien. Plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez le int parallèle. Alors ici, j'ai mis 4, mais ça peut être 8, 12, ce que vous voulez. Bon, faut pas non plus mettre n'importe quoi, hein. Vous pouvez même ne rien mettre ici, c'est le SGBD qui gère tout seul. Ça, c'est pour la partie int. Je vous recommande pas spécialement d'utiliser le int, mais vous pouvez toujours le faire. Il y a des choses, vous pouvez le faire un peu différemment après. Par exemple, vous pouvez le faire au niveau de votre table. Si vous savez que c'est une grosse table et ce serait bien d'avoir plusieurs process qui scannent votre table, vous pouvez définir ce parallélisme au niveau de votre table. Donc ce serait un alter table, votre table parallèle et le nombre de process. Pour calculer le nombre de process, bon, faut peut-être réfléchir avec un DBA plus à ce niveau-là. Mais, sinon, ouais, par exemple, si vous mettez 64, ça sert à rien si votre infra elle suit pas derrière. C'est pour ça que je dis, faut peut-être voir avec un DBA côté infra, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de faire. Ça, c'est pour la partie select et pour la partie mise à jour, vous pouvez activer le parallélisme au niveau de votre session, uniquement session, enable parallèle DML. Là, c'est les mises à jour en parallèle. Alors attention, par contre, plusieurs choses. Euh, Si vous ne committez pas ou rollbackez pas fréquemment, ça peut vous poser quelques problèmes. Pensez à dans le cas d'un parallèle DML, pensez à faire des commits assez fréquents. Sinon, il y aura des problèmes de consistance, voire des crashs. Et, très important, c'est si vous utilisez ici dans vos requêtes ici, et vous utilisez du parallélisme, vous utilisez une fonction, pensez à mettre le mot parallèle enable, le mot-clé parallèle enable dans la définition de votre fonction. Sinon, il va exécuter vos fonctions en série et vous allez perdre tout l'avantage. Alors attention, après, hein, si la fonction fait des choses qui ne peuvent pas être parallélisées, je n'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais c'est possible, hein. Ne le mettez pas comme ça, hein, ne le mettez pas pour faire joli, hein, posez-vous la question, s'il faut juste concerter les conseils, s'il faut aller chercher les données d'une table uniquement, oui, le parallèle enable, c'est très bien comme ça. Si vous faites des updates, des choses comme ça, dans votre fonction, là, c'est déjà autre chose. Quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est les fonctions résultat cache et déterministiques, parce qu'avec un peu de malice, on peut pas mal optimiser en utilisant ça. Dites-vous, si une fonction, c'est quoi? C'est une boîte noire. Vous avez X entrées, une sortie. Pas plus simple que ça. Si vous êtes sûr qu'à chaque fois que vous exécutez votre fonction, vous envoyez vos X entrées, il y a toujours la même sortie, bah ces fonctions-là, déterministiques et résultat cache, elles sont faites vraiment pour ce cas-là. Alors, quelle est la différence entre les deux? Parce qu'elles font exactement la même chose, sauf que le déterministique, c'est à chaque fois que vous exécutez votre requête, il va exécuter une première fois avec vos paramètres. Alors oui, j'ai oublié de vous expliquer ce que c'est, hein. C'est en gros, ce que va faire le SGBD, c'est il va prendre votre fonction, il va prendre les paramètres qui ont été envoyés, il va prendre le résultat et il va le mettre dans le cache. La deuxième fois qu'il va devoir exécuter la fonction avec les mêmes paramètres, et ben il va pas effectuer le traitement. Il va pas parcourir votre fonction. Il va directement récupérer le résultat et il va le restituer pour les n mêmes paramètres.
Donc du coup, déterministique, il va faire ce fonctionnement uniquement le temps d'une requête. Result cache, là, c'est stocké dans le cache, dans le buffer cache, et c'est valable jusqu'à ce que le cache soit vidé. Donc c'est-à-dire, soit, le DBA, il fait un flush buffer cache, soit, bah, la base est redémarrée. Alors attention, faut pas en abuser. Si vous savez que vous allez stocker 100, 200 valeurs, différentes, d'entrées différentes et de sorties différentes, dans le buffer cache, c'est bien. Mais si vous allez faire à coup de millions, déjà vous pouvez faire planter votre buffer cache et voir la base de données. Et en plus, ça peut ne pas être intéressant. Donc voilà, faut vous dire, ouais, il faut pas qu'il y ait non plus une trop grosse distribution. Par exemple, un exemple d'utilisation, c'est vous avez un référentiel statique avec, par exemple, 1000, 2000, vous donnez un code, vous voulez récupérer un libellé, voilà, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Et heu et en plus, du coup, en faisant ça, vous pouvez même éviter des traitements qui peuvent être complexes, heu, ouais, c'est ça, que je peux simuler à travers des slips. Regardez, par exemple là. Donc, je vais créer ma fonction, toute simple, ma fonc. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est elle attend 5 secondes et elle retourne 1, tout simplement. Là, on va faire la même chose, mais on va juste rajouter le mot déterministique ici. Donc, ça fait exactement la même chose, hein, ça return 1, tout simplement. Donc là, on va exécuter une requête. Donc, on va lancer la requête, il y a 5 lignes, il va attendre 5 secondes, donc ça va prendre 25 secondes. Bon, vu que là, on va commencer à manquer de temps, je ne vais pas attendre les 25 secondes. Et là, ce qui va se passer, je vais faire exactement la même chose. Donc, je fais appel à la fonction déterministique. Donc là, il va attendre uniquement 5 secondes, c'est-à-dire le temps de la première exécution. Et après, derrière, il récupère le 1 directement un peu depuis le cache. Alors ici, je n'ai pas mis de paramètre, mais si j'avais un paramètre 1, par exemple, ça aurait été la même chose, hein. C'est pour une fonction avec ses paramètres, il a un résultat. Il garde ça vous lui dites de garder ça en mémoire, en fait. Si je réexécute une deuxième fois, on voit bien que ça reprend 5 secondes. Hop, voilà, ça reprend 5 secondes. Donc maintenant, on va faire pareil avec le cache. Donc là, on précise result cache. Donc là, on lui dit de faire ça de manière permanente. Donc là, pareil, on fait appel à la fonction. Donc là, ça va prendre 5 secondes. Et donc là, qu'est-ce qui se passe si je réexécute la requête? Eh ben, il passe même plus dans la fonction. Il a déjà ce qu'il lui faut dans le buffer cache et à chaque fois, il retourne 1 sans même passer dans la fonction. Donc en gros, vous évitez un traitement, vous évitez d'exécuter un traitement. Pas plus simple que ça. Allez, je vais passer sur le for all et après je vais voir ce qui reste. Il y avait for all. Ah, les calculs de stats, ouais, j'aurais pas le temps, je vais juste passer sur le for all. Donc for all, ça c'est quelque chose de très important, c'est toutes les opérations en bulk. La semaine dernière, je vous avais expliqué, enfin il y a 2 semaines, pardon, je vous avais expliqué que ce qui peut faire plomber les perfs, c'est les switches de contexte entre PLSQL et SQL. Donc, for all, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout stocker et envoyer en un seul bloc les instructions au bloc SQL, au moteur SQL, et il va récupérer les résultats derrière. Le bulk collect, que je n'ai pas abordé ici, le bulk collect, c'est le même principe, c'est-à-dire, euh, au lieu de récupérer les résultats un à un, et ben, il va tout récupérer direct dans une collection. Vous n'avez pas à parcourir plusieurs fois votre curseur et à faire des échanges entre les moteurs SQL et PLSQL. Donc ici, on voit comment on parcourt. On parcourt une collection, hein. Du coup, for all, lui, est toujours rattaché à une collection. On parcourt une collection et après, derrière, on le fait suivre d'une opération DML. Par exemple, là, ici, on a notre for all de ma collection et on lui donne un insert. Ça aurait pu être un update ou un delete, pas merge. Par contre, le for all, ça permet d'aller plus vite qu'un merge. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis très longtemps. Vous avez plus vite fait parfois d'utiliser un for all que de passer par un merge. Donc comme je vous ai dit, for all, ça permet d'éviter les switches de contexte
entre SQL et PLSQL, ce qui est très pratique. Et en plus, vous pouvez même récupérer chacune des erreurs que peut provoquer votre mise à jour. Donc si vous avez une erreur, vous le stockez dans une autre collection. Et si vous avez des erreurs différentes, et ben vous verrez l'entièreté des erreurs. Des erreurs. Ce que je peux vous faire pour prouver ça, c'est de faire exactement la même chose, c'est-à-dire insérer 1 million de lignes. Donc là, on va faire un create table avec les colonnes ABC. Donc là, ce que je fais, c'est d'abord un for, tout simple, qui va boucler de 1 à 1 million et qui va juste faire un insert à l'intérieur. Il y a juste un insert. Donc là, si je lance ça, on va pas aller au bout parce que ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend, pour insérer 1 million de lignes, ça prend au moins 30 secondes. Bon, on n'arrête pas, on va l'arrêter. Voilà, je l'ai arrêté au bout de 18 secondes. Tac, on va truncate la table pour être sûr qu'elle est vide. Donc là, on va faire la même chose, mais en utilisant for all. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va déclarer une collection, qui est un tableau d'entier, là, dans notre cas. Ce que je vais faire ici, c'est je vais insérer 1 million de lignes. Donc là, ça permet juste d'insérer 1 million. On va juste insérer 1 million de lignes dans notre collection. Et ce que je vais faire, c'est faire l'équivalent de cet insert avec le for all en parcourant notre collection. Donc là, si je fais ça, ça a pris 2 secondes. Donc voilà, pour faire exactement la même chose, hein. Le résultat est strictement le même par rapport à là-haut. C'est juste que là, ça a pris 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'on a stocké ces inserts là, ce million d'inserts, on l'a stocké et après on l'a envoyé en un seul bloc au moteur SQL qui a fait les inserts et qui nous a renvoyé le résultat. C'est en ça que c'est plus rapide. Je vais refaire une rapide passe sur le calcul de stats parce qu'on a presque terminé. Après, c'est les int, mais les int, c'est pas grave si je vous l'explique pas. Parce que c'est vraiment pour les utilisateurs avertis. Donc là, si on fait une petite passe sur les statistiques, on regarde que notre table, à l'instant, là, qu'on vient d'utiliser, elle n'a pas de stats. Là, par exemple, Numrose, pour le SGBD, cette table on ne sait pas, c'est pas qu'elle n'a pas de ligne, c'est on ne sait rien. Attention, nul, c'est pas 0. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a comme stat là-dessus. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'influence sur les requêtes? Là, par exemple, si je fais ça, si je lance un explain plan sur cette requête, là, si je fais ça, il n'y a qu'une seule ligne, hein, je vais vous le prouver, hein. On n'a bien qu'une seule ligne. Donc là, notre explain plan, je le fais. Regardez ce que me dit l'optimiseur. Je vais récupérer 29 lignes. C'est pas bon. Je pense que vous êtes d'accord. Il y a... C'est pas bon du tout. Alors, quelle influence ça peut avoir? C'est que imaginez une jointure entre deux tables comme ça qui n'ont pas de stats. Oracle, il va se dire, oh bah j'ai pas beaucoup de lignes, je vais faire des nested loops. Nested loops, c'est en gros, première ligne, il va comparer à la première ligne en face. Deuxième, il va comparer comme ça. Et faites ça entre deux tables de 1 million de lignes et votre requête, elle prend jamais fin. Donc ça a une grosse influence. Et l'optimiseur Oracle, d'une manière générale, il est hyper dépendant des stats. Donc, il faut penser à faire un calcul de stats. Alors, hop, on va juste faire un petit rappel. Donc, l'optimiseur Oracle, donc il s'appelle CBO. Avant, c'était le RBO, hein, le Rules Based Optimizer. Donc, c'était un ensemble de règles pour qu'il optimise les requêtes. Mais là, maintenant, c'est basé sur le coût. Le coût, c'est ce que je vous ai montré dans le plan d'exec tout à l'heure. Ce qui fait que le SGBD, donc, il va à chaque fois, il va calculer plusieurs chemins, et à chaque fois, il va prendre le coût le plus faible calculé. Si vous devez faire Paris-Marseille et que vous passez par Moscou, c'est qu'il y a un problème. Paris-Marseille, c'est la ligne droite. Là, vous prenez votre ligne droite, là, vous passez éventuellement par Lyon, puis vous allez à Marseille. Mais si vous passez par Moscou, par Brest, tout ça, c'est qu'il y a voilà, vous avez des cartes obsolètes. Bah là, c'est un peu le même problème.
Donc, ce qui fait que les statistiques, ça va être votre carte routière. Ça va expliquer les distances qu'il y a. Là, si Paris-Lyon, doit y avoir quoi, 500 kilomètres, si vous dites qu'il y en a 1300 ou si vous dites qu'il y a 2 kilomètres, ça va totalement influencer votre façon d'aborder ce trajet. Bah, c'est un peu la même chose ici. Et donc, si je vous dis Paris-Moscou, c'est 1 kilomètre et que Marseille-Moscou, c'est 2 kilomètres, vous allez dire: «Ah bah oui, mais 3 kilomètres pour faire Paris-Marseille, c'est pratique». Et ben, vous allez vous planter, surtout en ce moment. Donc c'est pour ça que il faut lancer des calculs de stats, alors pas tout le temps. Ça, c'est si vous n'avez pas fait de mise à jour sur votre table depuis le dernier calcul de stats, ça sert à rien. Quand est-ce qu'il faut le faire? C'est il faut lancer quand il y a des mises à jour massives de données sur votre table. Par exemple, si votre table elle a 0 ligne et qu'elle passe d'un coup à 1 000 000, faites un calcul de stats derrière, parce que passer de 0 à 1 000 000, c'est pas anodin. Pareil, si vous faites des updates, vous allez me dire: «Oui, mais le nombre de lignes, c'est le même». Oui, certes, mais derrière, ça peut influencer vos index. Par exemple, là, vos données vont être réparties différemment. C'est, ça peut avoir une influence. Pareil pour les deletes. Alors vous allez vous dire: «Oui, mais bon, si on lui dit 1 000 000 et que c'est 0, oui, mais le problème, c'est que 1 000 000, si on fait une jointure entre une table de 1 000 000 et une ligne, un nested loop, ça peut être plus intéressant que de faire du hachage. Vous allez impliquer des traitements supplémentaires à votre base qui peuvent être inutiles. Donc voilà, pensez à faire des calculs de stats quand il y a des mises à jour massives de données. Donc les stats, elles peuvent se lancer à plusieurs niveaux. Soit au niveau de votre schéma, soit au niveau de votre table, soit au niveau de votre partition, soit au niveau de votre index, et même de la sous-partition. Et même au niveau schéma, vous pouvez même demander des stats incrémentales, c'est-à-dire vous dites au SGBD, voilà, j'exécute des stats, mets-moi à jour les stats de tous les objets qui ont été modifiés depuis la dernière fois. Vous pouvez même spécifier ça, c'est les stale statistics. Ça nécessite un petit peu de paramétrage que je ne peux pas faire sur ma version d'Oracle. Ce que je dis ici, donc les stats incrémentales. Donc il faut paramétrer vos tables et donc il va mettre à jour donc toutes les tables qui ont été modifiées. Ce qui est assez pratique si vous modifiez par exemple 50 tables et que vous n'avez pas envie de vous lister 50 tables à mettre à jour, enfin 50 lancements de calcul de stats. Vous lui dites fais-moi calcul les stats du schéma et après c'est le SGBD qui gère tout seul. Donc pour vous montrer un exemple, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le cost il est de 730. Donc là, ce que je vais faire, c'est lancer un calcul de stats. Donc c'est DBMS Stats qui contient toutes les méthodes nécessaires pour le calcul de stats. Donc là, c'est Gather Table Stats, mais vous pouvez bien préciser. Alors, si vous voulez faire pour une partition, ici il y a le paramètre part name, mais, mais là il n'y a pas de partition, donc ça sert à rien. Mais voilà, vous pouvez spécifier tout un tas de choses, hein. La doc d'Oracle est assez complète là-dessus. Donc là, je vais lancer le calcul de stats, qui est assez rapide, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lignes dans ma table. Et donc là, si on recommence, la même requête, hein, c'est la même qu'ici, hein. Voilà, c'est bien, c'est la même exactement. Donc là, si je fais ça, vous voyez bien que Rose, il me dit bien 1. Donc là, les stats sont à jour. Il sait exactement combien de lignes il va récupérer, ce qui peut éviter des choses un petit peu fâcheuses à l'avenir. Et voilà, bon, pour les hints, on va laisser tomber, on déborde déjà un petit peu. Je pense qu'on est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, l'optimisation, c'est vraiment les développeurs sur Oracle, c'est vraiment le sujet qu'ils adorent creuser. Il y a tellement de choses à savoir. Là, en plus, j'essaie de condenser pour que ça tienne en 1 heure, mais il y a tellement de choses à voir et à dire. C'est passionnant, ça rend fou parfois même. Faut dire ce qu'il y a parce que on se dit, on a mis tout ce qu'il fallait pour que ça soit optimisé, on comprend pas pourquoi. Parfois, on se dit pourquoi il n'utilise pas l'index. C'est quelque chose qui rend fou l'optimisation, mais aussi quelque chose qui est vraiment plaisant. Et ouais, c'est vraiment, ouais, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre des autres aussi. Parce que clairement, parfois on se fait on a des préjugés, parfois on a mal lu quelque chose quelque part et faut beaucoup échanger. C'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses, hein, en échangeant avec des DBA, avec d'autres développeurs,
et vraiment je vous dis, c'est si vous voulez optimiser quelque chose, ne restez pas tout seul dans votre coin, essayez de piocher des infos à gauche, à droite et après c'est à vous de faire des tests. Il y a que comme ça qu'on peut parfois on déjoue totalement la théorie. On théoriquement, il y a quelque chose qui est pas censé marcher et ben, dans un cas précis, ça marche. Donc faites des tests. Je pense que c'est comme ça qu'on saura le mieux que ça si ça marche bien ou pas. Là, clairement, actuellement, j'optimise beaucoup de traitements et ouais, c'est que à travers les tests que j'arrive à savoir si ça marche réellement ou pas. Là, par exemple, c'était un problème de stats il disait: «Je retourne une ligne», alors qu'il y en avait, 5 millions, je crois et j'ai jamais compris sur le coup pourquoi et bon après j'ai vu que oui, les stats étaient, supprimés. Mais voilà, c'est à travers des tests.